Voilà, c'est le retour de la pause. Nous poursuivons maintenant avec le Niger, où il y a eu des dizaines de morts dans des attaques près du Mali, des attaques djihadistes présumées. On fait 58 morts lundi dans l'ouest du Niger, à proximité de la frontière avec le Mali. Cette zone est depuis des années le théâtre d'actions violentes de la part de groupes armés liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. Le Niger a donc de nouveau été la cible lundi d'attaques de djihadistes. Le bilan donc est très lourd, 58 morts. Ce sont les premières violences qui surviennent depuis la présidentielle qui a vu pour le moment la victoire provisoire de Mohamed Bazoum. Le mode opératoire Firmin Teko, il est resté le même. Les terroristes sont venus à moto, ont massacré des populations, ont mis le feu aux poudres, qu'est-ce que je dis, ont mis le feu au grenier pour obliger donc les villageois à quitter la zone. Finalement, dans cette partie du pays, on a l'impression que ces mouvements terroristes ont envie d'installer un État à eux, dans l'État. Bien évidemment, quand on voit un peu par exemple Boko Haram, c'était au Nigeria, ils ont pris presque tout le nord. Tout le nord du Nigeria, et ils sont allés là-bas. Ce sont eux même qui ont construit cet État. Cet État, on ne l'appelle pas État islamique, mais c'est un État Boko Haram, où ils ont pris les petites, les jeunes filles, ils ont pris les jeunes garçons, les jeunes étudiants, ils leur ont dit, ceux-là qui sont au sud sont responsables de vos souffrances. Venez ensemble, on va travailler. Et puis ils ont créé de petites entreprises pour eux, et puis ils ont interdit l'école, parce que l'école des Blancs, c'est pas une bonne chose. Donc, ils ont construit un État. Et aujourd'hui, ils sont toujours dans cette dynamique, ils veulent s'installer fortement. Ils veulent s'installer fortement. L'État islamique, bien sûr, cela est en train de disparaître en Occident et dans les régions orientales et tout ça. Mais aujourd'hui, ils veulent devenir encore plus forts. Et on se demande par quel miracle ils trouvent ces armes où. Et ils trouvent ces armes où, cette logistique, ils trouvent tout ça là où. C'est ahurissant en quelque sorte. On peut se dire où ce sont les armées de ces pays qui sont complices, ou ce sont peut-être des gens dans les pays occidentaux qui sont complices, qui leur envoient des armes, des logistiques et autres. C'est-à-dire, ce sont des gens qui communiquent. Ça veut dire on peut intercepter leur appel facilement. Les téléphones qu'ils utilisent, on les voit en train de faire aussi les YouTube, les images virales qu'on envoie sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. On se demande, si on veut trouver la source de tout ça, là, on peut facilement trouver. Nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère de l'informatique. Maintenant, on se demande qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Le président nigérien, il vient d'arriver, mais je pense qu'il va il va souffrir. Hein. Donc, il va falloir tout simplement que lui, qu'il investisse beaucoup dans les renseignements, qu'il contrôle bien son armée et qu'il travaille de concert avec les autres chefs d'État de la région. Et il y a le G5 Sahel. Quelle est aujourd'hui sa politique par rapport au G5 Sahel? Parce que quand on parle du G5 Sahel, on parle de la Mauritanie, on parle du Niger, on parle du Tchad, on parle du Burkina Faso, on parle du Mali. Donc il va falloir qu'il travaille avec cette institution-là fortement pour que la question, la priorité soit mise sur et le matériel et les renseignements. Les renseignements surtout, parce que quand les gens vont décoller de leur point A déjà, on peut facilement les attendre là où ils veulent intervenir. Vous imaginez comment on a pu prendre Kadhafi? Kadhafi, c'était juste pas un coup de téléphone. Il quittait la Libye pour rentrer dans le Niger, et puis il a passé un coup de fil, et puis on est allé le prendre avec son cortège de 114 véhicules. Donc aujourd'hui, si on veut mettre la main sur les djihadistes en Afrique, je pense que c'est possible. Mais je pense qu'il y a une certaine complicité dans cette affaire, où les chefs d'État ont les infos, mais ils ne veulent rien dire, ou il y a peut-être d'autres autorités qui ont les infos, mais ils ne veulent rien dire. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc il va falloir que les chefs d'État se réveillent et travaillent sérieusement. Est-ce que les autorités nigériennes, c'est vrai qu'il y a le président Mamadou Issoufou qui va passer le témoin dans quelques semaines, est-ce qu'elles sont dépassées finalement par la gestion de la situation sécuritaire? Non, est-ce qu'ils sont dépassés par la gestion sécuritaire? Je ne saurais pas le préciser, puisque Mamadou Issoufou disait qu'ils sont beaucoup avancés par rapport à la sécurisation de leur pays et qu'il disait que c'était son cheval de bataille. Et puis bon, vous vous rappelez encore des déclarations de Bazoum lors de la campagne présidentielle, qui disait que c'est sa priorité, la sécurité de son pays. Et donc contre les djihadistes, justement, je ne sais pas s'ils sont
s'ils sont dépassés, puisque je me rappelle encore en 2015, il y a le Tchad qui a envoyé 1200 soldats, il y a la force Barkhane qui a envoyé plus de 5000 soldats dans la zone, et plus l'armée du G5 dont parlait tout à l'heure Firmin. Je crois que le Niger ne serait pas dépassé, ou de toute façon les 5 pays du G5 ne seront pas dépassés par la protection, la sécurisation de cette zone. Mais moi, ce qui me fait très mal, c'est que est-ce qu'il faut les appeler bandits de grand chemin, je ne sais pas, mais ils continuent de faire du mal dans la zone là. Il faut continuer de faire du dégât dans la zone là. En janvier 2019, ils avaient tué 100 personnes. En janvier 2020, ils avaient tué 89 militaires nigériens. En décembre 2020, ils ont tué 111 et ils continuent de tuer. Et la dernière, c'est-à-dire le lundi passé, ils avaient tué 58. Et ce sont des villageois qui sont allés au marché. Au marché, mais ça ne se comprend pas. Et puis, bizarrement, on dit que la France a une base militaire armée de drones et armée et basée à l'aéroport de Niamey. Et puis, plus loin, les États-Unis ont de fortes bases militaires ou de fortes bases de drones qui surveillent la zone. Et malheureusement, ces djihadistes-là, cette organisation État islamique continue appuyée par Boko Haram, continue de faire du dégât dans la zone. Je ne sais pas comment est-ce que ces assaillants-là arrivent quand même à dépasser ou à tromper la vigilance ou la surveillance de tout ce qu'on nous dit là. Peut-être que, comme le disait Firmin, c'est une complicité qui ne dit pas son nom. Peut-être dans l'armée ou dans les armées de ces pays-là, ou de ces forces étrangères-là qui, disent qu'elles sont en train de protéger la zone. Malheureusement, ça ne se comprend et ça ne se comprendra jamais. Et donc, aujourd'hui, avec comment appelle-t-on, les armes utilisées même, il arrive même des fois, les armées, ou bien, les forces armées de ces pays-là ne disposent pas de ces artilleries-là. Vous voyez? Et donc, cela suppose que réellement, il y a une force, il y a une main noire qui est cachée, qui est tapée dans l'ombre, qui continue de nourrir. Puisque les gars ont un mode opératoire bien quand même structuré qui leur permet de faire tout ce qu'ils veulent, et que les forces armées de ces pays-là n'arrivent pas à les contrôler ou à les désillusionner. Donc, il va falloir, comme Firmin l'a dit, que ces pays-là du G5 quand même se soutiennent beaucoup plus fortement, et que la France et les États-Unis jouent véritablement un rôle sérieux s'ils sont là pour accompagner ces pays-là pour lutter contre ces djihadistes. Alors justement, la question même de la riposte qu'oppose le Niger, on a le G5 Sahel, on a les troupes onusiennes qui sont par-ci, on a l'armée française qui est là. On a comme l'impression que tout ça, c'est finalement inefficace. Non, tout ça, finalement, c'est inefficace parce que, moi, je dis, les Occidentaux, en réalité, ne veulent pas aider l'Afrique. Sur ce point, les Occidentaux ne veulent pas aider l'Afrique. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on a une base. La France a une opération au Mali depuis 2012. La France est présente. Elle intervient dans la formation, Djibouti, partout, sur le territoire. La France intervient. Il y a cette force africaine de lutte contre le terrorisme, dont le siège est à N'Djamena. Il y a tout ça. Donc, et quand vous voyez tout ça, tout ce que les Africains eux-mêmes mettent comme argent, tout ce que les Occidentaux mettent comme argent, moi je me dis qu'il n'y a aucune volonté de sauver l'Afrique de cette situation-là. J'ai l'impression que cette instabilité aide peut-être les Occidentaux peut-être à réfléchir à comment faire beaucoup plus évoluer leur intérêt. C'est pas tout ce que le G5 Sahel est là, mais depuis que le G5 Sahel est là, il y a plus de morts. C'est comme sous le G5 Sahel où on parle de millions d'euros, ainsi de suite. Il y a plus de morts. Regardez encore, c'est qu'en 8 morts. Vous imaginez, quand Jérôme Sessou dit en 2019, 100 morts, en 2020, plus de 100 morts. Aujourd'hui, c'est qu'en 8 morts. Mais le G5 Sahel est où?
Vous imaginez, regardez, il y a de cela quelques années, l'État islamique existait bel et bien, vrai ou faux? Vrai. Parce que quand vous voyez, l'État islamique occupait 45% du territoire syrien. Aujourd'hui, ils ont disparu. Ils ont disparu, oui. Aujourd'hui, ils ont disparu. C'est parce que... justement pour ça que beaucoup se demandaient, est-ce qu'ils ont fait un repli vers le continent africain où ils cherchent à créer ce qu'ils n'ont pas pu réussir au niveau de la Syrie, de l'Irak et autres là. Non, mais est-ce que le continent africain peut les aider? Parce que là-bas, ils ont mis la même mise sur un certain nombre de richesses. Par exemple, au niveau de la Syrie, ils exploitent le pétrole syrien, ils exploitent le maïs, ils exploitent les richesses du sous-sol de la localité, du milieu. Et ils embauchent des gens, ils recrutent sur Internet. Vous tombez sur leur offre d'emploi, vous postulez, on vous recrute, vous allez travailler là-bas, on vous paye des salaires mirobolants, extraordinaires. Donc ils avaient assez de richesses là-bas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont venir chercher en Afrique? Qu'est-ce qu'ils peuvent chercher en Afrique? Est-ce ils peuvent trouver facilement des zones minières? Pas possible. Des zones riches? Pas possible. Donc si cela est ainsi, oui, peut-être. Mais je ne pense pas qu'ils aient choisi faire un repli stratégique vers l'Afrique. Mais c'est parce que les Occidentaux ont dit on ne veut plus de l'État islamique. Et puis, on a les résultats. En France, après, chez Charlie Hebdo, et après l'attaque du Bataclan le 13 novembre et autres, mais il n'y a plus d'attaque d'envergure en France. C'est parce que les Français, les premières autorités françaises se sont dit non, trop c'est trop, il faut qu'on déjoue. Et on déjoue les attaques, on en déjoue tellement. Ici, c'est qu'en 8 mois, ici, 100 morts. C'est parce que les Occidentaux ne veulent pas nous aider. Pas du tout. Ils ne veulent pas nous aider. Ils sont là justement, je peux dire que c'est pour leur richesse. Oui, mais en même temps, je vais prendre par là où Fimé a chuté, les Occidentaux ne veulent pas nous aider. Est-ce que c'est à eux de nous aider? Que font nos armées? On a eu des armées qu'on a formées, qu'on vante. Chaque fête d'indépendance, ils font de grands défilés. Mais qu'est-ce qu'ils font finalement? Oui, qu'est-ce que les armées font finalement? Je n'ai pas suivi de formation militaire. Parce que bon, c'est vrai, on nous parlera aussi d'équipements, qu'ils n'ont pas les équipements, mais je veux bien comprendre. Mais vous savez que l'achat d'équipements militaires, c'est pas des marchés ouverts, c'est du gré à gré. C'est eux, c'est souvent des généraux, des corps habillés. Vous avez vu au niveau du Niger, il y a eu un scandale de détournement. Oui, de 17 milliards, je crois, à l'époque. Est-ce qu'on a envie de lutter contre ces gens-là? Non, est-ce que la question qu'il faut se poser, en tout cas pour moi, est de savoir si les armées africaines sont capables de lutter contre le djihadisme, véritablement, le terrorisme. Est-ce que les armées sont capables? Peut-être oui. Est-ce que les armées africaines ont la même hâturie comme les djihadistes? Est-ce qu'elles ont les mêmes formations comme les djihadistes? Je n'en sais rien parce que je n'ai pas suivi de formation militaire, je ne suis pas militaire, et donc je ne saurais pas réellement dire avec précision ce qui puisque vous connaissez le milieu des armées est un milieu imperméable. C'est un milieu imperméable. Et donc, moi, ce que je dis, et qui me paraît toujours fondamental, c'est que ces mains noires-là, tapis dans l'homme, sont ces mains-là qui créent des problèmes à nos armées africaines. Sinon, en réalité, on ne peut pas se dire qu'on a une armée sophistiquée dans le Sahel comme l'armée tchadienne qui est sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est sur ça que la France compte pour maintenir peut-être Idriss Déby à son poste là jusqu'à peut-être à la fin de sa vie. Mais le même problème persiste. Le même problème persiste. Est-ce que c'est la France même qui veut que ce pays-là soit déstabilisé pour qu'elle profite, protéger, tirer je ne sais pas. Parce que c'est incroyable, c'est inadmissible je le disais tantôt, si les États-Unis ont une base militaire armée de drones qui surveille la zone, si la France a aussi une base avec ces opérations Balkans et tout là, qui contrôle tous les jours, comme le disait Firmin, qui forme l'armée africaine. Et malheureusement, que les djihadistes qu'on peut intercepter à tout moment continuent de faire de la loi dans ces zones-là. On ne peut pas comprendre. Où est-ce que ces djihadistes trouvent ces armes-là? Surtout qu'ils n'en fabriquent pas.
ce sont les États, ce sont les pays occidentaux qui fabriquent justement ces armes-là. Où est-ce que les gars là trouvent ces armes? Les gars là sont immensement riches. Oui. Et puis ils sont... Parce que c'est dans leur milieu, les trafics de drogue, tout ça. Tout ça là, peut faire, oui, le blanchiment Oui. d'argent et tout. Et donc, on ne peut pas comprendre. Et donc, s'il faut quand même arriver à bout de ces hommes-là, il faudrait que les pays africains réfléchissent autrement. La France forme les armées africaines. Mais est-ce que la France là doit continuer de les soutenir? Malheureusement, la France forme, mais quand il y a un petit problème quelque part, c'est la France qu'on appelle au secours. Et c'est la France qui vient encore, peut-être pour chasser, pour reculer, pour faire reculer. Ça ne se comprend pas. Oui, Mais moi, je vous disais ici que pour décider même par rapport à nos renseignements, pour avoir les informations les plus sûres, c'est-à-dire, on ne peut pas faire de renseignements sans les Occidentaux. Ça, il faut qu'on en soit sûr. C'est-à-dire, nous n'avons pas la logistique, nous ne comprenons rien sur le plan international. Maintenant, regardez, par rapport aux questions internes, peut-être nos chefs d'État ont une petite marge de manœuvre pour pouvoir décider. Mais en ce qui concerne les questions internationales, la loi vient du haut lieu, la loi vient de l'Occident. C'est-à-dire la lutte contre le djihadisme, le terrorisme et tout ça. Ce sont les Occidentaux qui disent la loi. Si peut-être les chefs d'État africains vont voir les Occidentaux et disent on voudrait avoir des armées beaucoup plus performantes pour faire face à la lutte contre le terrorisme. On va vous dire peut-être que bon, vous en avez besoin. Pourquoi? Est-ce que c'est notre objectif en ce moment? Est-ce que c'est ça? C'est lutter contre le terrorisme? C'est pour cela que moi je dis, on n'arrive pas à former sérieusement nos armées pour qu'elles arrivent à faire face véritablement à ces attaques djihadistes-là. Par rapport à ces luttes contre le terrorisme, moi je pense que ce sont les Occidentaux même qui décident. Les chefs d'État africains n'ont pas grande marge de manœuvre. Ils ne peuvent rien, ils donnent toujours, ils s'efforcent. Mais en ce qui concerne la performance de l'armée, la technique, l'expertise, les renseignements, ce sont les Occidentaux qui décident. C'est pour cela qu'on n'arrive toujours pas à faire face. Sinon, on a besoin de quoi? Il suffit juste on ne va pas dire que l'armée togolaise n'est pas performante si à chaque fois dans les opérations... Non, regardez, je dis, on vous forme, c'est pour une mission. Vous imaginez? L'armée togolaise, par exemple, elle a le soutien peut-être, elle a le soutien des Occidentaux. Hein. Il y a des officiers qui vont se faire former ailleurs. Oui, très bien. Oui, qui vont se faire former ailleurs. Mais pour décider de la question internationale, ce sont les Occidentaux qui disent, l'armée togolaise, on a besoin de vous, venez intervenir au Mali, intervenir au Darfour. Ouais. Sans leur accord, on n'y peut rien. Si vous allez voir qu'il y a des attaques répétées ici, si on ne vous donne pas d'accord, vous ne pouvez pas intervenir. Juste dire que, en réalité, nous sommes ici, mais nous sommes manipulés. Nous sommes manipulés. On nous manipule depuis l'extérieur. D'accord. On va marquer la pause, si vous permettez, et puis on revient pour le dernier sujet.